Si ta petite amie montre les photos de sa serrure à d'autres hommes sur OnlyFans, alors elle devrait te payer au moins 50% de ses revenus. Parce que sa serrure, tout comme elle, est ta propriété. T'es d'accord? Félicitations, maintenant t'es de la rue. C'est la philosophie de la masculinité toxique d'Andrew Tate. Et si tu ne sais pas qui c'est, alors tu es vraiment en retard sur les tendances. Parce que c'est la personne la plus recherchée sur Google en 2022. Trump, la guerre, le Covid, la récession, Andrew Tate. L'homme qui a été banni de tous les réseaux sociaux parce qu'il a été reconnu comme l'homme le plus dangereux d'internet. Quelque part, à ce moment-là, Ben Laden a pleuré. Ancien sportif qui s'est reconverti dans le mouvement masculiniste, a vendu pendant quelques années un accès payant à son club privé de réussite, Hustler University. Sort de la matrice et apprend comment devenir riche, réussir et mettre les femmes à leur place pour seulement $50 par mois. C'est une histoire magnifique. L'essence de cette idée commerciale est la suivante. La réalité est une matrice ennuyeuse et sans perspective où rien ne t'attend. Pour t'en échapper, tu as besoin de la pilule rouge. Tu dois acheter un abonnement à un club privé et alors tu pourras t'échapper de la matrice et entrer dans le monde réel. Excellente stratégie commerciale. 168 000 jeunes prenaient régulièrement de l'argent à leur mère pour payer $50 par mois à Tate pour sortir de la matrice. Quelque part, près de Ben Laden, Morpheus a pleuré. Il est très mal vu de compter l'argent des autres, mais il est très difficile de résister. Faisons quelques calculs. 168 000 multiplié par $50 nous donne un montant fantastique et irréel de 8,4 millions de dollars par mois. Comment a-t-il pu faire cela? 168 000 enfants sont restés sans argent pour le déjeuner. Pas mal pour un blogueur. Mais en août 2022, il a commencé à avoir des problèmes. La matrice a porté le premier coup. Andrew Tate a été banni de tous les réseaux sociaux. C'était sans avertissement, sans préavis. Ils l'ont simplement supprimé. Par exemple, sur Facebook et Instagram, il a perdu 5,5 millions d'abonnés. Puis la matrice a porté le deuxième coup. Accusation criminelle de traite d'êtres humains et de viol. Je précise tout de suite que maintenant, la matrice s'est calmée. Andrew Tate est libre et son compte Twitter a même été débloqué. Apparemment parce que le juif reptilien Elon Musk a racheté Twitter aux francs-maçons et, en échange de la faillite de Twitter, a débloqué les comptes de Tate et de Trump. Comment tout cela a-t-il fonctionné pour lui? Et pourquoi est-ce révélé si efficace? Le concept en lui-même n'est pas nouveau. Des vendeurs de formation, du travail avec de l'énergie, l'astrologie et d'autres ont toujours existé, en grand nombre et pour tous les goûts et toutes les bourses. L'offre n'est toujours la demande. Ce qui est intéressant, c'est comment elle est devenue si populaire et pourquoi il a été banni partout. Ces deux choses sont étroitement liées, parce que ce pourquoi il a été banni est précisément ce qui l'a rendu si populaire. La masculinité toxique, la misogynie, les femmes sont des êtres faibles, stupides et inadaptés, qui ne devraient pas être des sujets de relation, mais des objets de propriété des hommes. Comme au bon vieux temps où tout allait bien, la petite nana doit fermer sa bouche, faire de la soupe et écouter son gars. Et alors, tout ira bien. Ce narratif agressif de domination est soudainement devenu super populaire dans la société. Devinez auprès de qui? Parmi les jeunes hommes. Andrew a pris ce narratif et l'a assimilé à un programme d'affiliation. C'est-à-dire que vous recevez une part de revenus pour avoir amené un ami dans le système. Vous mettez un lien vers Andrew Tate et quand votre ami clique dessus, vous recevez une part des revenus. Cette combinaison d'un puissant narratif macho et du spam sur tous les réseaux sociaux s'est avérée extrêmement efficace. Tu es une tapette ou t'es de la rue? Seulement quelques dollars par mois et tu es de la rue, entouré d'ennemis. La particularité de cette opposition est que l'ennemi n'est pas défini par des critères raciaux, religieux, territoriaux ou nationaux, comme nous avons l'habitude de le faire, mais par le genre. Tu es un homme ou une femme. Tu es avec nous ou contre nous. Si, ça ou c'est la faute des nanas. Bien sûr, c'est une exagération, mais nous savons qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si une idée radicale apparaît dans la société, c'est qu'il y a une souffrance qu'elle vient combler. Et cette souffrance a un nom, la discrimination masculine
et la solitude. En 1912, le naufrage du Titanic a eu lieu, lors duquel la plupart des passagers sont morts. La statistique des survivants est intéressante. Les 3/4 des femmes à bord ont survécu et seulement 20% des hommes sont restés en vie. Cela signifie que les hommes, pour une raison quelconque, n'ont pas utilisé leur droit du plus fort et n'ont pas pris place dans les canaux de sauvetage, mais ont cédé leur place aux femmes, allant consciemment à la mort. Une sorte de masculinité toxique incompréhensible. C'est une certaine discrimination. Pourquoi ont-ils soudainement laissé les femmes survivre et sacrifier leur propre vie? Pourquoi la vie des femmes a-t-elle été estimée plus précieuse, et ce, par les hommes eux-mêmes? C'est une histoire très intéressante. D'ailleurs, à cette époque à New York, une manifestation féministe devait avoir lieu. Et elle a été annulée après que l'information est parvenue que les hommes avaient sacrifié massivement leur vie pour ces femmes. Et à l'époque, cela a été perçu comme normal, une norme absolue. D'ailleurs, parmi ces 20% d'hommes survivants sur ce navire, un Japonais a survécu. Il a été ostracisé dans son pays natal, le Japon. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été considéré comme un lâche et un traître. Les Européens blancs sont morts et ont sacrifié leur vie pour les femmes. Et toi, Japonais, tu as sauvé ta peau. Tu es monté dans un canot et tu as survécu. Ils l'ont haï jusqu'à la fin de ses jours. Étrange cette masculinité toxique, n'est-ce pas? Alors pourquoi cela a été perçu comme bien à l'époque? Et maintenant, ta masculinité est considérée comme toxique, perçue négativement, parce que plus la vie est facile, moins les hommes sont nécessaires. Parce qu'évolutivement, quand on considère l'interaction entre les hommes et les femmes, quand on forme une union spécifique, la tâche de l'homme est de prendre soin, de subvenir aux besoins. Et parmi les hommes, il y a une sélection pour que l'évolution progresse. Il faut choisir non pas le premier venu, mais le meilleur. C'est pourquoi, quand une femme a beaucoup de partenaires sexuels, elle est considérée comme mauvaise. Alors que quand un homme a beaucoup de partenaires sexuels, il est un beau gosse. Parce que pour la femme, le principe de l'unicité de la femelle s'applique. Elle donne naissance et en cas d'erreur, elle a beaucoup à perdre. Si un homme couche avec la mauvaise personne, la perte est minime car il ne donne pas naissance. Il peut participer au processus de conception tous les jours, même plusieurs fois par jour. L'essentiel est que l'homme assure la sécurité et la protection contre un environnement extérieur agressif. Donc, plus l'environnement est agressif et dur, plus la valeur de l'homme est élevée. Parce qu'il interagit avec cet environnement, prend soin et protège. Plus le niveau de développement de l'État, de la société, des lois, des technologies est élevé, moins l'homme a d'importance. Moins il est valorisé, plus on se moque de lui. Et plus on commence à parler de la masculinité toxique, ce qui, naturellement, ne plaît pas aux hommes. Je pense que la civilisation devrait y réfléchir avant qu'il ne soit trop tard, parce que celui qui l'a créée peut aussi la détruire. Les hommes, tout au long de leur existence, ont rivalisé, chassé, tué et détruit ce qui ne leur plaisait pas. Donc, si quelque chose ne plaît pas, il vaut mieux le corriger, car il pourrait y avoir des problèmes. Si ce ne sont pas les nôtres qui le font, ça pourrait être les autres. Nous voyons maintenant certains déséquilibres, surtout dans les pays à haut niveau de développement. Plus le niveau de développement est élevé, mieux les lois fonctionnent, mieux la civilisation fonctionne, plus il est facile de vivre dans ce pays et moins les hommes sont nécessaires, moins ils sont valorisés. En 1960, aux États-Unis, un programme d'aide aux mères célibataires a été mis en place. Cela signifie que si une femme n'a pas de conjoint, d'homme qui prend soin d'elle, alors l'État s'occupera d'elle. C'est-à-dire que l'État donnera de l'argent pour son enfant. Comment pensez-vous que ce programme a affecté le nombre de mères célibataires aux États-Unis? Le nombre de mères célibataires a triplé en 50 ans, passant de 8 à 24%. Pourquoi? Parce qu'on peut être moins critique, plus irresponsable dans le choix des partenaires sexuels. Parce que tu sais, si jamais tu tombes enceinte, l'État t'aidera. Et cela n'entraîne pas une diminution du nombre de mères célibataires, mais une augmentation. Quelqu'un pourrait dire, qu'y a-t-il de mal à cela? Un gosse c'est un gosse, il a grandi dans une famille comme ça. C'est mieux que s'il n'avait pas grandi. C'est vrai. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu cette baguette magique, le nombre de mères célibataires aurait été moindre, parce qu'elle aurait abordé cette question avec plus de responsabilité. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a une statistique folle dont on ne parle pas, considérée comme politiquement incorrecte, qui montre l'énorme avantage des personnes qui ont grandi dans les familles complètes, avec une mère et un père, par rapport à celles qui ont grandi dans des familles incomplètes avec un seul parent.
Pourquoi cela se produit-il? C'est une question à part. Je ne pense pas que cela intéressera le grand public. Pour faire court, la psychologie se forme différemment dans une famille incomplète. Et cela empêche ensuite la personne d'interagir avec succès avec les autres et de réussir dans la vie. Ces personnes doivent fournir beaucoup plus d'efforts pour atteindre les mêmes résultats que celles issues des familles complètes, simplement parce qu'elles ont reçu les bons réglages dans leur enfance. C'est un sujet politiquement incorrect, car si on l'exprime à voix haute, il sera très mal perçu par ceux qui ont grandi dans des familles incomplètes. Beaucoup de questions dans la société sont simplement passées sous silence. Il y a un problème et on ferme les yeux, comme s'il n'existait pas. Les familles complètes sont très importantes pour l'enfant, afin qu'il devienne une personne épanouie, capable d'interagir, qu'il soit heureux, qu'il comprenne où il va et ce qu'il veut. C'est d'une importance critique. Mais quand l'environnement devient très facile, que la civilisation se développe, les hommes ne sont plus vraiment nécessaires. L'État remplace le père, donne de l'argent, mais ce n'est pas un substitut au père, parce que l'État n'interagit pas avec l'enfant, ne lui apprend pas à interagir avec le monde qui l'entoure. Il donne simplement de l'argent pour nourrir l'enfant. Et cela a bien sûr un impact négatif sur la qualité de la population, sur la façon dont les gens grandissent, leurs attitudes. Cela ne signifie pas qu'une personne ne peut pas se prendre en main et obtenir de bons résultats. Mais si elle est issue d'une famille incomplète, elle devra fournir plusieurs fois plus d'efforts que si elle avait grandi dans une famille complète. Vous voyez, tout augmente, la vie s'est simplifiée, les pères sont moins nécessaires, on commence à glisser en arrière. Plus la vie est facile, plus le système commence à s'autodétruire rapidement. Le point suivant est très important et peu de gens le savent, c'est même un point critique. Tout le monde perçoit qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Certains croient encore, comme Andrew Tate, que les hommes sont en réalité plus intelligents que les femmes. Il y avait une vidéo amusante à ce sujet, où on lui demande « Sur quoi vous basez-vous ?» Donnez un lien. Il répond « C'est évident, c'est écrit dans Wikipédia ». Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, les hommes ne sont pas plus intelligents que les femmes. C'est même plutôt le contraire. Pourquoi? Parce que les hommes ont un réglage spécial pour lutter contre un environnement extérieur agressif et pour combattre cet environnement. Les garçons, lorsqu'ils grandissent, ont besoin de plus de temps pour que leur cerveau mûrisse. Parce que lorsqu'il y a une bête agressive en vous, pour la maîtriser et apprendre à contrôler vos émotions, vos passions, vos désirs, votre agressivité, il vous faut plus de temps et d'efforts que quelqu'un qui n'a pas cette bête dangereuse à l'intérieur. Mais cette bête doit être en vous si l'environnement est agressif. Parce que si vous êtes un chiffon, sans cette bête effrayante que vous contrôlez, l'environnement extérieur vous dévorera. Chez les hommes, dans chaque homme, il y a cette bête intérieure. Mais c'est une chose dangereuse. C'est pourquoi, lorsque l'enfant grandit, lorsqu'il traverse la puberté, il lui faut plusieurs années de plus que les filles pour que son cerveau se forme, comme celui d'un être plus adulte, pour apprendre à contrôler ses émotions et ses désirs. Il lui faut quelques années supplémentaires pour apprendre à contrôler sa bête. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que dans un groupe d'âge où il y a des filles et des garçons, les filles ont un avantage puissant sur les garçons, parce qu'elles apprennent à contrôler leurs émotions et leurs désirs 1 à 2 ans plus tôt. Quand le garçon boit, fume, joue, quand il ne peut pas encore contrôler sa bête intérieure, il lui faut plus de temps. Les filles se contrôlent déjà bien. Elles peuvent se ressaisir, elles peuvent étudier. Et dans les classes supérieures à l'école et à l'université, les filles ont un avantage considérable sur les garçons. Vous le voyez dans les statistiques, les graphiques montrent les classes aux États-Unis, la répartition des performances entre les hommes et les femmes. On voit très bien que dans les classes supérieures, les performances des femmes sont supérieures d'1/3 à celles des hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Que les femmes sont en moyenne 1,5 fois plus intelligentes que les hommes? Pourquoi? Parce qu'on les met dans le même groupe d'âge. Et quand le garçon est encore en train de faire des bêtises, incapable de se concentrer, n'ayant pas encore maîtrisé sa bête intérieure, ses émotions, ses sentiments, les filles se contrôlent déjà bien. Elles étudient, elles ont l'avantage. Elles sont plus intelligentes, mieux éduquées. Elles entrent à l'université. Dans l'obtention du diplôme supérieur, on voit que les filles dépassent considérablement les garçons dans tous les pays développés. Maintenant, les filles sont plus éduquées que les garçons, environ 1,5 fois plus éduquées. C'est-à-dire que le nombre de femmes éduquées est 1,5 fois supérieur à celui des hommes à cause de cet avantage. C'est une vieille histoire connue dans différents sports. Par exemple, quand on prend un groupe d'âge de sportifs, de joueurs de foot ou de basket, et dans ce groupe d'âge, les gars qui sont nés en 2000 par exemple, certains sont nés au début de l'année 2000, d'autres à la fin,
mais tous sont dans le même groupe d'âge. Il s'avère que ceux qui sont nés plus tôt ont un avantage sur ceux qui sont nés plus tard, parce qu'ils ont en fait 9, 10, 11 mois de plus, ce qui est très important pendant la période critique de la maturation. Ensuite, quand on regarde des champions olympiques, on voit une répartition très étrange. On constate que parmi ces champions, il y a ceux qui ont eu plus de temps en raison de leur âge. Non pas parce qu'ils ont fréquenté cette section plus longtemps, mais parce qu'ils ont commencé à mûrir plus tôt et ont ainsi obtenu plus d'avantages, même si c'est seulement un an, ce qui est déjà un avantage très important. La même situation se produit avec les filles. Quand elles ont 13, 14, 15 ans, la fille peut se concentrer sur ses études. Elle obtient ensuite une éducation, un bon travail, on lui paye un bon salaire. L'adolescent, à ce moment-là, n'en est pas encore capable et il prend du retard. Il y a une sorte de loi de Mathieu ou de loi du champion. Plus tu reçois, plus tu as. Moins tu as, moins tu auras. Tout s'additionne ainsi. En conséquence, il y a une chute sérieuse de natalité. Les femmes éduquées et prospères ne veulent pas avoir d'enfants. D'ailleurs, l'éducation est un facteur très important. Plus le niveau d'éducation des femmes est élevé, moins elles veulent avoir des enfants. Et inversement, aux États-Unis, il y a maintenant une grave dégradation dans toute la civilisation occidentale de l'institution du mariage. Seulement un jeune Américain sur 10 dit qu'il y a un sens au mariage. Il y a une destruction de l'institution elle-même. La plupart des femmes ne veulent pas avoir d'enfants, ne veulent pas se marier d'une part. D'autre part, les femmes ne veulent pas fonder une famille. Elles ne peuvent pas trouver un homme approprié. Pourquoi ? Parce qu'évolutivement, elles sont conçues pour choisir le bon partenaire. Et il doit être réussi, adapté, meilleur que cette femme spécifique pour qu'elle veuille être avec lui. Il doit gagner plus, être plus accompli. Mais dans cette civilisation moderne, les conditions qui donnent un avantage à l'homme ont disparu. Cette agression extérieure contre laquelle l'homme luttait et qu'il surmontait a disparu. La civilisation a fait en sorte que l'homme a perdu ses avantages. Quand l'homme a perdu ses avantages, son agressivité intérieure pour lutter contre l'environnement extérieur est devenue en lui-même un problème. De plus, l'homme a perdu ses biens et il s'est avéré qu'en fin de compte, il lui est souvent plus difficile qu'à la femme pour de nombreuses raisons. Par exemple, à cause de la dépression. Quand quelque chose ne va pas pour une femme, elle est habituée à vivre en communauté, en famille, à interagir, à communiquer avec les autres. Elle peut se confier, pleurer. Chez les hommes, il n'est pas habituel de se plaindre. L'homme est conçu pour que, s'il voit un problème, il prenne une lance et aille résoudre le problème. C'est comme ça que ça fonctionne pour lui. S'il ne peut pas résoudre le problème, en raison de l'impossibilité de le résoudre, il ne se plaindra pas. Il sera simplement dans une profonde dépression. Nous voyons que le nombre de dépressions, de toxicomanes et malheureusement de suicides augmente à un rythme effréné. Quand on regarde le nombre de suicides chez les hommes et les femmes, on voit que les hommes se suicident beaucoup plus souvent. Et contrairement aux femmes, ils vont jusqu'au bout plus souvent. Les femmes font souvent semblant, jouent sur les émotions, qu'elles vont faire ceci ou cela. L'homme, lui, en général, ne dit rien à personne. Mais quand il est déterminé, il le fait. Les hommes sont des suicidaires plus réussis que les femmes. Le nombre de dépressions, d'alcoolisme, de dépendance aux drogues est simplement 3 à 4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Parce qu'il s'est avéré que dans le nouveau monde, surtout dans ces parties développées, il est beaucoup plus difficile pour les hommes que pour les femmes. L'homme est tout simplement pas prêt. Il est prêt pour un environnement agressif. Dans un environnement agressif, il se sent l'homme. Il y a un sens à son agressivité intérieure, à son opposition, et il se réalise. Il obtient du statut, on l'apprécie et alors il se sent bien. Si on lui enlève cela, il commence à avoir des dépressions et des souffrances. Regardez la situation intéressante. Les femmes ne veulent pas, elles n'en ont pas besoin, elles sont déjà éduquées, elles ne veulent pas avoir d'enfants, elles ne veulent pas s'embêter avec ça. Elles ne veulent pas de famille, ne veulent pas se limiter. Celles qui veulent ne peuvent pas trouver d'homme approprié parce que l'homme doit être meilleur que la femme. Elles ne peuvent pas choisir parce qu'ils sont en moyenne soit comme elles, soit gagnent moins qu'elles. Elles ne veulent pas d'un tel homme. La situation dans la civilisation est telle qu'elle ne peut pas trouver ceux qui sont meilleurs. Ils sont très peu nombreux. D'ailleurs, il y a un sujet très intéressant sur la cour. La drague et les rencontres dans la civilisation numérique moderne. C'est un vrai désastre. Tout le monde pense que Tinder aide, mais en réalité cela détruit tout. Il y a ceux qu'on appelle la veuve alpha. Cela signifie que ces femmes qui cherchent un homme très classe, il y a très peu de tels hommes maintenant, en raison de la situation objective, ne sont pas satisfaites par quelqu'un de plus simple. Elles ne baissent pas leurs standards. Oui, elles trouveront un jour un alpha, un super mâle pour une fois, parce qu'il ne voudra pas être avec elle une deuxième fois. Mais elle gardera ce souvenir. Elle vivra constamment avec la pensée pour cet alpha. Et avec les autres,
elle ne baissera pas ses standards. Une veuve alpha. Elle a eu 2 personnes dans sa vie et elle pense à elle toute sa vie, mais ne construit toujours pas de famille. Parce que tous ses rêves et ses expériences sont restés dans le passé. Ces alphas correspondants ont un grand nombre de partenaires. Petite précision importante, ils ont un grand nombre de partenaires, mais ils ne sont pas enclins à construire des relations. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà beaucoup de femmes formidables. Ils représentent un pourcentage très faible. En revanche, tous les autres hommes ne peuvent pas construire de relations parce qu'ils ne sont nécessaires à personne. Les femmes ont grandi, ont levé le nez, ont élevé leurs standards et ne veulent pas les baisser. Il commence alors à y avoir une augmentation. Vous avez peut-être remarqué cette tendance forte concernant la communauté LGBT. Le nombre de jeunes qui s'identifient comme LGBT est très élevé maintenant. J'ai lu des statistiques sur les États-Unis. Cette nouvelle génération née au début des années 2000, dans les écoles, dans les questionnaires, jusqu'à 25% des garçons et des filles combinés s'identifient comme LGBT, alors que les statistiques il y a 40 ou 50 ans étaient microscopiques. Le nombre de ce mouvement augmente. Pourquoi? Regardez comme c'est logique. La femme ne peut pas trouver quelqu'un qui lui convienne dans cette société. Elle veut une relation, mais ne peut pas trouver un homme, parce qu'ils sont tous en dessous de ses standards. Les hommes, pour la plupart, ne peuvent pas trouver de femmes, simplement parce que les femmes ne leur donnent pas de chance, parce qu'ils ne correspondent pas à leurs standards. Nous avons donc la solitude des deux côtés. Ils veulent des relations, veulent des partenaires, des familles. C'est une configuration biologique de base, mais ils ne peuvent pas l'obtenir. Alors quelle est la solution? Eh bien, voilà la solution. Le nombre de mariages homosexuels aux États-Unis augmente. Il y a déjà plus d'un demi-million de couples. Plus d'un demi-million de couples LGBT aux États-Unis. Vous voyez à quelle vitesse cela augmente? Plus le niveau de développement de la société est élevé, plus l'atomisation est grande. Plus il est difficile pour les gens de trouver des partenaires. Ils veulent trouver un partenaire, une famille, mais ne peuvent pas. Les garçons ne peuvent pas trouver de filles, les filles ne peuvent pas trouver de garçons. Alors ils résolvent le problème ainsi. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Tout est vite réglé. C'est pourquoi nous voyons une distorsion statistique folle. Nous voyons que le nombre de tels couples augmente fortement. Alors quelle est la solution? Mais quel est le rapport avec Andrew Tate, me direz-vous? Andrew Tate est la monétisation de cette douleur spécifique, la discrimination masculine et la solitude dans la société. Cette situation est globale. Dans certaines cultures, la solitude est apparue plus tôt et les gens ne peuvent plus trouver leur place dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle société. Il y a un phénomène appelé hikikomori au Japon et selon différentes estimations, il y a jusqu'à plusieurs millions de jeunes, de 500 000 à 2 millions, qui, après avoir terminé l'école, ne peuvent se trouver nulle part, vivent avec leurs parents, mènent une vie recluse, ne communiquent avec personne et voient même très rarement les membres de leur famille. Ils s'enferment dans leur appartement et passent leur vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Ils ne peuvent pas se socialiser, ne peuvent pas construire de relations, ont peur de ce monde, ne se trouvent absolument pas dans ce monde. Il y a centaines de milliers, voire des millions de ces personnes selon certaines estimations. C'est un problème mondial. Plus le niveau de vie de la société est élevé, plus il y a de tels problèmes. Cependant, la solution Andrew Tate est mauvaise parce qu'il ne résout pas le problème, il gagne de l'argent dessus. Il dit en fait, tous les problèmes ne viennent pas de toi, mais des femmes. Ce qui ne va pas chez toi, c'est à cause des femmes. Maintenant, on va toutes les remettre à leur place et ta vie s'améliorera immédiatement. C'est un narratif très pratique, disons politique, pour gérer certaines personnes. Tu peux leur dire, tes problèmes viennent de là-bas, vous devez vous battre contre eux et alors tout ira bien. Il fait exactement la même chose. Beaucoup de jeunes mécontents de leur vie, qui ne peuvent pas se réaliser, qui n'ont pas d'argent, pas de copines. Savez-vous quelle est la statistique aux États-Unis? Jusqu'à 30 ans, chaque 3e homme aux États-Unis n'a pas eu de relation sexuelle depuis plus d'1 an. Vous vous rendez compte? Ce sont les hommes les plus mûrs sexuellement, les plus actifs, et 1/3 d'entre eux ne peuvent pas avoir de relations sexuelles pendant 1 an. C'est une véritable catastrophe. Naturellement, ils regardent les images d'Andrew Tate, entouré de belles femmes, les voitures chères, etc. Et il dit, le problème ne vient pas de toi, c'est la faute des femmes. Je vais t'apprendre, donne-moi $50 par mois. Ce n'est pas une solution au problème, c'est un moyen de gagner de l'argent. De plus, une telle approche peut seulement nuire à la personne, parce qu'elle aura une mauvaise compréhension de son problème et de ce qu'il faut faire. Elle deviendra encore plus agressive, elle obtiendra du négatif. Aucune femme ne sera d'accord avec ce discours. Elle obtiendra du négatif, comme Andrew Tate a obtenu du négatif de partout. Il a été écarté précisément à cause de cette agression, de cette haine envers les femmes. Il incitait à une haine sur une base de genre, disant que tout était la faute des femmes.
Les personnes qui n'arrivent pas à avoir des relations avec les femmes aiment cette explication. Il est très difficile de commencer à faire quelque chose avec sa propre vie. D'ailleurs, nous avons des statistiques politiques très intéressantes. Il y a des statistiques sur les garçons de 12 ans aux États-Unis, comment ils soutiennent des conservateurs. C'est normal, on est plein à en avoir marre du woke, du gauchisme, les gens qui sont contre les valeurs traditionnelles. Que signifient les conservateurs? Ce sont ceux qui veulent que ce soit comme avant, quand les hommes étaient plus valorisés, quand les hommes pouvaient trouver des copines, quand on se moquait pas d'eux et qu'on les traitait pas de toxiques. Nous voyons une croissance, une dynamique très claire. Les garçons adolescents soutiennent de plus en plus les conservateurs. Les conservateurs, c'est le parti républicain, c'est Donald Trump, si on parle des États-Unis. Ils disent que ce qui se passe maintenant, c'est du n'importe quoi. Ils veulent que ce soit comme au temps de nos pères et nos grands-pères. Nous voulons ces relations-là. La demande pour cela augmente. Et s'il y a une demande, il y aura une offre. Andrew Tate est la mauvaise filière de cette offre. Il a pris cette demande des adolescents mécontents qui n'ont pas compris le fond du problème et il a simplement monétisé cette demande, gagnant beaucoup d'argent. Cependant, c'est juste un blogueur qui veut gagner de l'argent et il n'offre aucune solution. Quelle pourrait être la solution? Au niveau de la planète, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que de telles questions, à un moment donné, quelqu'un vient et redémarre cette société et un nouveau cycle commence. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Plus la vie est facile, plus tout devient détendu. L'État commence à soutenir les femmes célibataires, qui donnent naissance à des enfants, qui grandissent dans des familles incomplètes, et ils sont moins adaptés. Et finalement, tout ce système s'effondre et se relance. Au niveau de la planète, au niveau de l'État, que pourrait-on faire? Je pense qu'il serait judicieux de séparer. Les garçons devraient aller à l'école 1 ou 2 ans plus tard que les filles, afin de niveler ce retard de développement. À cause de leur agressivité intérieure, les garçons ont besoin d'1 ou 2 ans de plus que les filles pour comprendre et contrôler leurs émotions. C'est important pour qu'ils puissent étudier de la même manière, avec les mêmes performances. Sinon, les femmes auront constamment des avantages et les garçons seront constamment à la traîne. C'est ce qu'il faut faire au niveau de l'État. Il serait également bien que les enseignants ne soient pas seulement des femmes. Mais comment faire? Il faut changer le système de formation du personnel. La motivation, c'est extrêmement difficile. Le plus simple est que les garçons commencent à étudier 1 à 2 ans plus tard que les filles. Enfin, au niveau personnel, le pire est l'agressivité. Parce que toute notre civilisation est principalement basée sur la coopération. Vous voulez vous énerver et blâmer quelqu'un pour la situation désagréable dans laquelle vous vous trouvez, mais en termes de résultats, vous devez négocier, pas agresser. Il faut négocier. Il est clair qu'il y a différentes voies. Il y a des femmes très agressives qui se comportent mal, disent des choses désagréables. Mais il y a aussi des hommes qui se comportent mal et disent de mauvaises choses. Je pense qu'il y a différents hommes et femmes, différents garçons et filles. Et vous devez apprendre à comprendre cela. On peut toujours trouver un accord, toujours. Si vous êtes agressif envers une femme, vous trouverez une femme correspondante qui fera semblant ou elle sera agressive envers vous. Ce sont des relations toxiques, malsaines, qui ne vous apporteront pas de bonheur et vous serez déçus. Si vous voulez construire quelque chose de normal, vous devez avoir des relations normales. Et pour cela, il faut négocier. On peut négocier avec n'importe qui, de n'importe quelle manière. Toujours, il faut y aspirer. C'est mon principal message. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Il faut toujours essayer de bien faire dans sa propre vie, dans ses propres relations. Et ce sera juste. Toutes les relations les plus réussies, les meilleures entreprises, les meilleures sociétés, tout ce que j'ai vu de réussi était lié à la coopération, à une coopération efficace. Non pas sur les principes d'agression, de haine ou d'opposition, mais sur le principe de recherche de points communs et d'accord. C'est ce à quoi il faut aspirer. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Mettez un pouce, regardez d'autres vidéos. Je vous souhaite chance et succès et que la force soit avec vous les amis.